Donc, David, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui sur le show. Euh, on a, dans le passé, eu plein de discussions. C'était notre habitude de se retrouver régulièrement. Alors, le contexte actuel euh, du Covid et physique, de la distance entre nous fait qu'on s'est moins vu ces derniers temps, mais on avait cette habitude de se parler régulièrement et de challenger mutuellement les pratiques, trouver des options, des solutions, des tests à lancer. C'est une super idée de faire ça en live et de partager ça avec plus de monde. Donc, bienvenue et je suis encore une fois ravi de t'avoir. Merci Benoît pour l'invitation. Avec plaisir. Aujourd'hui, on va essayer de traiter on a deux, trois sujets qu'on a identifiés. Et donc, le premier sujet va être intéressant, je pense, pour l'audience, avec ton expérience en tant que CMO dans une startup qui était Menlook. Tu as travaillé longtemps dans cette startup dans la fashion. Puis après, tu as fait un passage, tu as travaillé dans le retail dans le groupe Fnac Darty. Et maintenant, aujourd'hui, tu es CMO de eVoyageur, donc, qui regroupe différentes branches, dont oui, SNCF, qui est la plus connue en France. Donc, vraiment, ce parallèle entre CMO dans une startup, CMO dans une entreprise de beaucoup plus grande taille, et comparer un petit peu les différences. Et je suis vraiment intéressé par avoir ton point de vue sur les tenants aboutissants du métier, de ton métier dans ces deux cadres. Ouais, clairement, c'est pas du tout le rôle de CMO. Le quotidien n'est pas le même. Il y a un peu plus, au-delà du fait qu'il y a un peu plus de réunions dans les grands groupes, qui est quand même un truc sur lequel on lutte pas mal dans les startups. Effectivement, on n'aborde pas du tout les sujets de marketing et particulièrement sur le digital de la même façon entre Menlook, startup ultra financée en recherche permanente d'hypercroissance, et eVoyageur, particulièrement SNCF, surtout dans le contexte actuel qu'on traverse depuis 12-18 mois maintenant. Je pense que ce qui caractérise les startups, c'est cette capacité justement à toujours être en recherche permanente de croissance et donc à être obligé d'innover, toujours être. Enfin, il y a une espèce de curiosité professionnelle qui fait qu'on est toujours en quête permanente du truc que l'autre ne fait pas pour essayer de créer un avantage concurrentiel. En fait. Quitte à se prendre à se louper, quitte à se prendre des gadins, mais en fait, ça fait partie de l'expérience en startup d'essayer de se planter et puis d'essayer un autre truc le coup d'après, et puis ça marche, et puis voilà. Je me souviens, chez Menlook, on a essayé beaucoup de trucs, on a travaillé, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui sont lancés qui mélangeaient de l'influence, du social, du CRM. On a essayé beaucoup de choses. On a essayé des marketplaces, des marketplaces étrangères, on a essayé de se développer en Chine. Toujours avec cette logique de recherche, de croissance et d'innovation, avec des logiques économiques certes discutables. Ça fait partie des travers de la startup. C'est-à-dire que on ne regarde pas forcément le PNL de la même façon dans une startup et dans un grand groupe. Mais il y a cette volonté d'entreprendre, cette volonté d'innover, cette curiosité. Alors qu'effectivement, dans les grands groupes, je le vois bien dans le quotidien, il y a cette inquiétude de faire les choses différemment, parfois même cette résistance au changement. Moi, je le vois bien chez Fnac Darty. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites par habitude et assez peu de gens qui challengent les habitudes. Et c'est vrai que moi, partout où je suis passé, j'ai toujours eu cette volonté de rechallenger les habitudes parce que l'environnement concurrentiel évolue, les comportements des clients évoluent, les attentes des clients évoluent. Et ce qui est vrai il y a 1 an ou 2 ans chez SNCF ou chez Fnac Darty ou chez Menlook, elle n'est plus vraie aujourd'hui parce que les attentes des consommateurs changent. Enfin, là, si on regarde le Covid, qui a été un vecteur de transformation majeur pour beaucoup de boîtes, mais aussi pour beaucoup de clients, font que les attentes sont plus du tout les mêmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et donc, dans les grosses boîtes, on a toujours un peu plus de mal à se challenger, un peu plus de mal il faut accompagner le changement. Il faut expliquer, il faut faire beaucoup de pédagogie. Il faut prendre le temps de bien communiquer. Je pense que communiquer sur pourquoi on change, comment on change et pourquoi c'est important de changer et qu'est-ce qu'on va chercher à faire
en changeant, ça c'est super important. Alors que c'est vrai que dans une startup, on prend un peu moins le temps de communiquer et de dire pourquoi, parce qu'en fait, il y a une espèce d'émulation qui se crée dans des équipes qui sont beaucoup plus petites, et tout converge vers cet objectif d'aller innover, conquérir, s'agrandir. C'est très différent. Ouais, très clair. Et cet état d'esprit de test and learn, dans ce que tu décris, hein, c'est Ouais. vraiment test and learn. En startup, c'est plutôt commun, c'est connu pour ça. Euh, et de l'autre côté, tu décris un peu d'inertie des grands groupes. Hein, je dis un petit peu on sait, hein, c'est qu'il y a de l'inertie. Ça amène à un point, peut-être essayer de rebondir sur quelque chose de très spécifique. Et je vais essayer de donner du contexte, c'est que je crois fondamentalement que effectivement l'être humain a toujours envie de progresser, quel que soit le domaine. Bon, vous pouvez avoir une passion, que ce soit du sport, que ce soit des activités, que ce soit jouer aux échecs, que ce soit dans la vie professionnelle. Tout le monde a toujours envie de progresser. En tout cas, c'est un trait assez caractéristique de l'espèce humaine. Et si on applique ça dans nos contextes de travail et du marketing en particulier, je pense que ça se transcrit de la même manière, ce que tu décrivais. Et l'envie de progresser peut être un petit peu différente. Donc ça, tu l'as évoqué. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est d'avoir ton avis sur les forces qui te retiennent. C'est-à-dire que il y a ce côté dans startup où test and learn, peut-être pas les mêmes lectures du PNL, ok, mais est-ce qu'il y a quelque chose dans une startup qui pourrait te retenir de progresser, en tout cas, ou des facteurs qui sont des forces un petit peu à vent contraire qui t'empêchent d'innover ou de tester à la vitesse à laquelle tu voudrais? Et quelles seraient ces mêmes forces ou d'autres forces qui t'empêchent d'innover dans un grand groupe? Je pense qu'elles peuvent être complètement différentes et c'est intéressant, avec ton expérience, de partager ton point de vue sur ces forces contraires à l'innovation ou au progrès en général. Enfin, souvent, les deux composantes avec lesquelles il faut composer, pardon pour la répétition, mais c'est le temps et l'argent. Dans une startup, on n'a jamais assez de temps, on n'a pas forcément beaucoup de moyens, ça dépend de ses niveaux de financement. Et effectivement, on a quand même euh, cette logique d'essayer de répartir. Comme les structures sont plus petites et qu'il y a moins de ressources, il faut quand même dédier du temps sur des sujets à forte valeur ajoutée qui peuvent avoir beaucoup d'impact. Et c'est quelque chose d'assez typique dans les startups. Dans les grands groupes, qui ont souvent un peu plus de moyens et sur lesquels un peu plus de temps, je pense que les vents contraires, tu l'as dit, tu as parlé de test and learn, mais les vents contraires, c'est la peur de l'échec en fait. Globalement, pour apprendre, il faut tester, et pour tester, il faut accepter l'échec. L'échec dans les grands groupes est souvent vécu comme quelque chose d'assez négatif. Moi, dans mon passé d'entrepreneur, il y a des choses qu'on a réussi et des choses qu'on n'a pas réussi, mais je me nourris autant des choses qu'on a réussi, des choses qu'on n'a pas réussi. Et il faut d'autant plus capitaliser sur tout ce qu'on n'a pas réussi pour essayer de ne pas répéter ces erreurs. Mais l'erreur fait partie de l'apprentissage. Et je pense que c'est peut-être aussi une culture française, des grands groupes, on en parle souvent, on ne va pas philosopher sur le sujet, mais l'erreur fait partie de l'apprentissage. Et je dis toujours à mes équipes, c'est pas grave de se planter. Il y a une baseline chez Facebook qui dit « Done is better than perfect ». Je suis assez friand de celle-là, parce que moi, je préfère quelqu'un qui a essayé une fois, deux fois, trois fois, qui s'est planté trois fois, mais qui a compris pourquoi il s'était planté trois fois, avec la quatrième, il va réussir, plutôt que la personne qui va avoir trois idées, mais qui ne va jamais oser aller au bout de ces trois idées et qui, derrière, va absolument rien apprendre et rien faire changer. C'est très drôle. Cette baseline Facebook, je vois exactement de quelle tu parles, puisqu'elle est affichée sur mon bureau. C'est une carte Facebook que j'ai eue, je ne sais pas à quel event, où ils avaient plusieurs baselines comme ça, taglines. Et celle-là est effectivement accrochée sur le mur à côté de mon bureau parce que c'est effectivement, done is better than perfect. Essaye, apprends de ça, tire les leçons de si c'est un échec. Si c'est pas complet, eh ben, au moins ça a le mérite d'être live, d'avoir des retours des clients, des utilisateurs, des collègues s'il faut. Et je te rejoins à 100% là-dedans. C'est effectivement ça. Mais du coup, la peur en entreprise sur des grands groupes, la peur
de prendre ce risque de l'échec, elle est due à quoi? Et je pose honnêtement la question, j'ai toujours bossé dans des startups, en e-com pendant des années, plus ou moins grosses, mais ça restait les grosses startups à minima et pas des grands groupes retail ou travel comme tu es aujourd'hui. Mais cette peur de l'échec, elle est de la peur de la pression sociale interne, d'être pointé du doigt ou je ne sais pas, d'où vient cette peur-là? Est-ce que tu identifies un facteur Après, particulier? après, je pense que ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Je veux dire, si on prend le cas de la SNCF, l'erreur dans certaines activités de la SNCF peut être dramatique. Je ne parle pas de SNCF. Donc, je comprends que quand on a des process de sécurité qui font rouler des milliers de personnes, des millions de personnes tous les jours en train, on ne prenne pas trop d'initiatives et ça, c'est assez logique. Sur les sujets de marketing et digital, c'est quoi le risque? C'est de perdre un peu d'argent, c'est de faire un mauvais investissement qui permet de ne pas générer du ROI, c'est de dédier du temps sur des choses qui ne vont pas permettre de déboucher sur des succès concrets. Mais je pense que c'est beaucoup un sujet de mindset. Enfin, je pense qu'en fait, on encourage probablement pas assez l'échec dans les grands groupes. Il n'y a pas cette culture du test. C'est fort et je le vois bien au quotidien. C'est pas vécu comme un moment de l'apprentissage en fait, alors que l'échec fait partie de l'apprentissage. Voilà. Et c'est vrai que voilà, c'est aussi facile de faire les choses par habitude, de pas, rester dans sa zone de confort qu'on maîtrise parce qu'on connaît les process, on connaît les outils, on a ses habitudes. Et changer ses habitudes, ça demande effectivement un peu de courage. Mais je pense que Et un état d'esprit particulier aussi, d'accepter d'aller être bousculé ou de se bousculer tout seul. Ouais, je comprends bien. Mais c'est ce qui rend le métier vraiment passionnant. Je trouve que l'adrénaline qui peut être procurée par cette culture de test, par ces joies, ces émotions ou ces défaites, parce que quand on a des trucs qui ne marchent pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est ça aussi qui permet de créer un lien dans une équipe. Quand on a construit un succès sur quelque chose qu'on ne maîtrisait pas et qu'on arrive à détecter, je sais pas moi, quand on lance un nouveau trigger en CRM après un brainstorm et qu'on se rend compte que c'est un trigger qui génère une valeur incrémentale, que ce soit la satisfaction client ou du revenu, qui est top, on est hyper fier de ça. Et c'est beaucoup plus réjouissant et motivant que de superviser du run, des choses qu'on fait déjà. Moi, je trouve que c'est super important d'avoir cette culture. On se nourrit ça, on se nourrit ça. Et c'est ça aussi qui rend le job plus stimulant. Genre, je trouve que la routine dans le job, c'est pas bon, quoi. Ouais. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue hier en interne avec un collègue. On discutait justement de toute cette tendance de marketing automation, qui n'est pas une tendance, qui est une pratique, mais où je pense que le terme peut être galvaudé et ce que tu dis me fait écho dans un sens où la facilité, le fait d'imaginer que son job de marketeur va être automatisé et que ça va être beaucoup plus simple et dans un confort, ça c'est ce qui brille tout de suite. C'est efficace. Les programmes, les journées, bien évidemment, Trigger sont efficaces dans une certaine mesure, avec tous les biais on ne contrôle pas forcément tout ce qu'il y a dans le message, ou si on veut faire de la vente ou la promotion des offres, peu importe, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais la partie d'automation, in fine, une fois que c'est en place, une fois cette étape de setup, d'idéation de quelle journée, qu'est-ce qu'on fait comme message, et que ça tourne, transforme la personne qui a mis ça, ce marketeur, en mécanicien en fait. Il vérifie que des flux tournent, partent, est-ce que les volumes sont bien partis. Il manque cette étape de comment tu challenges ce que tu as envoyé, pourquoi il n'y a plus de création marketing et que depuis 3 ans, c'est le même trigger ou la même journée qui part avec le même message. À quel moment, toi, marketeur, tu as oublié de challenger ce que tu as fait il y a 3 ans? C'est plus possible. De la même manière que tes segmentations figées d'il y a 10 ans qui ont été établies par quelqu'un qui n'est plus dans la boîte, que personne ne sait
du pourquoi, du comment ça a été fait il y a 10 ans et qu'on utilise toujours le même segment, ce n'est pas possible. Et ce mindset que tu décris s'applique de partout, effectivement, en marketing. Et c'est ce qui rend intéressant. Et ce qui est aussi, je jump sur une autre pensée qui m'est venue quand tu exprimais ça, c'est ce qui permet, toi, David, de passer de Menlook dans le fashion, au retail, électronique, culture, Fnac, au travel chez SNCF, parce qu'en fait, ton métier, c'est de challenger ce qui est fait, de se poser les bonnes questions et d'avancer, et tester and learn et d'avancer, et quel que soit le secteur, en fait, cet état d'esprit doit rester là, et c'est l'âme du marketeur, je pense, vraiment. J'ai les mêmes exemples avec mon cas. J'ai bossé dans le sport, dans les ustensiles de cuisine. Quand on s'est rencontrés il y a 10 ans, je vendais des casseroles, mais c'est pas ma passion. Par J'en contre, ai pas croisé beaucoup des gens qui vendaient des casseroles sur Internet. C'est vraiment un privilège. c'était pas ma grande passion sur la casserole. Par contre, la pratique, c'est ce qui était excitant et ce qui fait se lever tous les jours, et c'est ce que tu décris. Et effectivement, amener ça, c'est un vrai challenge. En tout cas, c'est un vrai challenge, je pense, que tu as et que tu relèves. Et bravo pour ça, parce que amener cette culture-là dans les grands groupes, c'est pas forcément si simple au quotidien, je pense. Ce que tu disais sur le marketing automation, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les gens considèrent qu'à partir du moment où le trigger est sorti, c'est la fin du projet. Ouais. Alors qu'en fait, c'est qu'une étape. Parce qu'en fait, une fois que le trigger sort, là, tu vas commencer à collecter de la data. Tu vas commencer à voir si le mail il ouvre à 10%, à 20%, à 30%. Tu vas voir si la créa elle clique un peu ou beaucoup. Et c'est à partir de là que tu peux commencer à itérer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que dans un projet de marketing automation, la mise en prod du mail suffit à passer au trigger suivant. Mais non, pas du tout, en fait. Parce qu'un email qui ouvre 2 fois plus, qui clique 2 fois plus, il génère à la fin 4 fois plus de revenus. Ouais, et c'est exactement ça. C'est ne pas se faire prendre au piège de devenir un plombier. J'ai rien contre les plombiers, mais dans le marketing, juste faire la tuyauterie, bah, c'est pas super excitant. En tout cas, je pense que les marketeurs qui font ça, en premier lieu, l'objectif n'est pas d'arrêter de faire du marketing et d'arriver à ouvrir les yeux là-dessus, parce qu'in fine, derrière, ils oublient leur partie marketing, quoi. Donc, Par contre, je pense qu'un marketeur en 2021, il ne doit pas avoir peur de la plomberie. C'est-à-dire qu'il doit avoir quand même fait une petite formation de plomberie pour savoir comment changer un tuyau ou mettre un joint. on est d'accord. Non, mais la connaissance sur de la maîtrise des flux, des data, un marketeur aujourd'hui, s'il n'a pas d'appétence pour lire des dashboards, lire la data, ce qu'elle parle, ce qu'elle dit, en tirer des leçons, faire des tests justement sous outil et prendre les résultats de cet axe-là, et pas parce que la fille ou la cousine de la nièce du chef a dit que c'était pas beau. Ben, les data, ce que tu disais un petit peu quand on préparait, c'est la data va nous permettre de prendre et d'extrapoler des résultats en avance, va nous permettre d'amener une lecture juste de ce qui se passe auprès de nos consumers. Et ce qu'il faut pas en avoir peur. Par contre, se réduire à être que le chef de pas le chef de projet, parce qu'un marketeur va être chef de projet, mais que la partie branchement, c'est la phase qui est nécessaire, mais pas rigolote. Et s'il y a que ça, c'est pas super excitant en tant que marketeur, je trouve. Très très intéressant. Ça me fait sauter sur le sujet suivant, en tout cas quelque chose d'un petit peu plus détaillé, qui est toujours dans les équipes marketing, un petit peu la bataille équipe acquisition, CRM, marketing relationnel. Je sais que oui, c'est le MR, peu importe la terminologie selon les entreprises, mais ce côté CRM versus acquisition, il y a plein de sujets, il y a plein de choses à en dire. Mais voilà, tes perspectives, j'aimerais bien connaître tes perspectives sur la gestion du budget, les répartitions du budget, le pourquoi, le comment, ta vision sur le futur et l'avenir, notamment avec un monde qui change beaucoup, avec des évolutions dans les actions et dans les acteurs, en tout cas avec beaucoup plus d'utilisation de data first party par rapport aux disparitions des cookies. On sait très bien, et je pense que on partage ta vie, c'est que l'acquisition ne va pas disparaître, mais ça, en tout cas, ça l'amène à changer. Et qu'est-ce que tu vois, voilà, dans les prochaines années, un changement d'équilibre des forces entre ces relations acquisition CRM, ou
tu penses que ça va rester de la même statu quo et rien ne va bouger? Je pense que effectivement, ça fait 20 ans qu'on parle beaucoup plus d'acquisition que de CRM. Il y a plein de raisons, plein de bonnes raisons à ça. Première, c'est il y a beaucoup de startups et beaucoup d'e-commerçants qui se sont lancés dans les 20 dernières années. Et en fait, le CRM ne marche que quand tu as une base client. Et quand tu démarres ton activité, je peux en parler à l'époque Maillook, la première étape, quand tu démarres ton activité et que tu as ton site, c'est de commencer à faire un peu d'acquisition pour créer ta base client. Sinon, tu peux rien faire. Et pendant longtemps, d'ailleurs, je me souviens, on a beaucoup discuté avec Tiny Close à l'époque de Maillook et on n'a jamais passé le cap pour une raison simple, c'est qu'on n'a jamais considéré qu'on avait la taille critique en termes de base client parce qu'on était tellement dans une stratégie d'hypercroissance et d'acquisition, qu'on a considéré qu'il fallait mieux investir en priorité sur ce levier. Donc, c'est vrai que l'acquisition, ça a été majeur. Et Maillook, on l'a fait en vrai à petite échelle. Si on regarde des boîtes comme Mano Mano ou Back Market, ces boîtes-là, elles ont fait elles font encore de l'acquisition à grande échelle. C'est quasiment de l'industriel. Mais ça leur permet d'atteindre des tailles énormes. Et quand on fait de l'acquisition, quand on a avec les bons outils, qu'on a bien étudié son marché, les volumes, le niveau de concurrence, qu'on comprend bien les attentes des consommateurs, on arrive à faire des choses qui peuvent être de l'acquisition très rentable. Et ça, c'est important. Ça ne permet pas de construire une marque, ça permet de constituer sa base client et de lancer son activité. Après, je pense qu'effectivement, il y a paquet de business qui ont atteint des tailles critiques et qui continuent à privilégier l'acquisition au détriment de la fidélisation et du CRM. Moi, j'ai été vraiment, j'ai découvert vraiment le sujet de la fidélisation quand j'étais à la Fnac, parce que la Fnac fait partie de ces programmes de feed. C'est quand même un ovni, la Fnac, dans le monde de la feed. C'est historiquement un acteur qui faisait payer son programme de feed. Donc, les gens payaient pour avoir des avantages et c'est quand même assez atypique. Et c'est vrai que c'était vraiment pour moi une vraie curiosité quand je suis arrivé là-bas. Et j'étais impressionné de voir ce rouleau compresseur, à quel point, en fait, quand la fidélisation elle est bien pensée, bien opérée, qu'elle est bien comprise par son client, c'est un levier de business. Aujourd'hui, il y avait une part très, 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 très significative du volume d'affaires de la Fnac qui est fait par les clients qui sont porteurs de la carte de feed. Et puis, il y a aussi de nombreuses études qui montrent, si on prend le méchant Amazon, l'arme fatale, c'est quand même Prime, quoi. C'est-à-dire que c'est terrible, mais c'est terriblement efficace, Prime, parce que c'est là encore un exemple. C'est quand même les nouveaux moyens de fidéliser des clients où le client paye pour, in fine, en consommer encore plus. Je me suis fait la remarque, j'avais une discussion avec un collègue à la fois, j'ai mis le doigt dans le Prime de Deliveroo. Oh la vache, c'est une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que comme je ne paye plus la livraison, du coup, je commande plus. C'est terrible, et c'est quand même tellement plus malin de faire de la fidélisation comme ça pour Deliveroo. Certes, ils ne gagnent plus des frais de livraison à chaque fois que je commande chez eux, mais je commande tellement plus qu'en fait, c'était beaucoup plus rentable comme move que d'acheter toujours des nouveaux clients et payer pour des app install et payer pour du search ou du social. Oui, ta lifetime value, tu coupes un revenu immédiat au bénéfice de la vision long terme. Parce que du coup, tu vas instantanément, effectivement, comme tu le décris, que ce soit Prime sur Amazon ou tout programme de fidélisation qui enlève ces barrières de frais de livraison, quel que soit le service, te fait consommer un peu plus maintenant. Peut-être il y a le biais des plus petits paniers, mais plus régulièrement. Donc, ton panier moyen peut-être descend. Selon les cas, je pense qu'il y a vraiment il y a tout sur le marché dans les cas, dans les exemples. Mais in fine, 12 mois plus tard, la lifetime value, elle est bien meilleure. Et cette perte sèche immédiate sur la livraison, elle est compensée dans le temps parce que tu as fidélisé ta base. Parce que faire réacheter quelqu'un qui connaît ta marque, ça reste plus facile que d'acquérir et de conquérir un nouveau client.
Mais alors, moi, je vais te poser une question. Je suis sûr que ce sera un bon sujet. Sur 100 annonceurs, combien connaît l'average revenu par user de sa base sur les 12 derniers mois? C'est une Je très pense bonne qu'on question. je pense qu'on je pense qu'on serait surpris et inquiet par le résultat. C'est-à-dire que je pense que tout le monde connaît son ROI, son COS, enfin, tu le prends dans un sens ou dans un autre, mais ça, sur le search, tout le monde le connaît. Mais les approches par cohorte, regarder la lifetime value, regarder l'ARPU, autant c'est très, enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment que c'est très répandu dans certaines industries qui ont culturellement cette logique-là d'abonnement, en fait. Donc, je pense Ouais. aux télécoms, à l'énergie, à la banque. Ils ont toujours piloté le marketing comme ça. Mais si on regarde le retail, le travel ou d'autres industries, on est tellement sur le CPA, le coût d'acquisition de nouveaux clients, ou le ROI des investissements, et tellement pas sur ces modèles cohortes, ces modèles lifetime value, que en fait, on privilégie naturellement on a un marketing en interne du reporting qui privilégie l'acquisition au détriment du CRM. Ouais, et ça, c'est un sujet fort parce que, au fond, euh, on revient à ce qu'on disait un petit peu auparavant sur le marketeur. Son rôle, c'est de challenger ce qui est fait et d'apporter de l'innovation. Et en tout cas, à minima, on y croit profondément tous les deux. Et je pense qu'il y a plus de monde qui se reconnaîtra dans cette façon de penser. Euh, Quels sont les outils? Moi, j'ai envie de te retourner la question. Quels sont les outils qui nous permettent de mesurer le marketing aujourd'hui? Ce ne sont que des outils, et tu me dis si je me trompe, mais qui sont produits par des boîtes dont le seul revenu est de générer de l'acquisition. Donc, qu'est-ce qui te met en avant? Des produits d'acquisition. Donc, le marché entier, comme tu disais, ça fait 20 ans qu'on parle d'acquisition parce qu'il y avait ces besoins, les raisons sur le développement des e-commerce, le développement des business qui avaient besoin de plus d'acquisition depuis de nombreuses années à leur démarrage avant de passer à la fidélisation. Parce que pour fidéliser, il faut une base d'utilisateurs, bien évidemment. Mais je suis désolé, lire les résultats des performances des campagnes Facebook sur Facebook, à quel moment tu crois à ces résultats? Tu peux me dire ton module d'optimisation de l'algorithme. Bien évidemment qu'il y a une super techno et qu'ils optimisent l'algorithme pour ça, mais il y a quand même toujours un peu le doute. Les tracking ne matchent jamais d'une plateforme à l'autre. Et je nomme Facebook, on peut prendre Google, Criteo, toutes les plateformes, peu importe. Quels que soient ces canaux-là, ce côté, on met en avant, guess what, le canal qui est intégré automatiquement sur Google Analytics, qui est 90% du marché utilisant Google Analytics pour traquer ses campagnes emailing. Stop. L'outil est fait pour traquer un canal qui rapporte de l'argent à Google. Arrêtez de vous faire voler l'attribution de vos efforts par l'équipe acquisition parce qu'ils utilisent et qu'ils ont imposé dans l'intégralité de la boîte un outil qui met en avant l'acquisition. Il est où l'outil qui vous permet, oui. Et si ce n'est pas un outil, quelles sont vos analyses et vos mesures qui donnent un autre regard dans l'entreprise, quoi? Ce qui est terrible, c'est que globalement, c'est tellement plus facile de piloter de l'acquisition et de checker de l'analytics sur un outil d'acquisition que d'aller faire une vraie mesure d'incrémentalité, de dire, voilà, je prends 500 000 clients dans ma base, 100 000 que je n'expose pas, 400 000 que j'expose, et mesurer comme ça. Ces tests d'incrémentalité demandent en fait des ressources, des outils qui vont qui rajoutent une complexité de dingue versus mesurer le ROI de 100 clics sur Google Analytics. C'est ça qui est terrible. Je pense qu'en fait, il y a, on se tourne vers un peu les choses qui sont les plus faciles à opérer. Mais en tant que marketeur, il y a différents métiers, mais quand on revient à mon point de départ, balance acquisition CRM, c'est quand même ces teams de marketeurs acquisition qui ont imposé toute leur façon, leur point de vue de mesure à l'intégralité de l'entreprise. Et par facilité, parce qu'en face, il n'y avait pas de contrepoids, effectivement, mais il faut pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras, quoi. Il y a des méthodologies pour le faire, pour avoir une autre perspective. Ça ne veut pas dire que les mesures de l'acquisition sont fausses. Ces outils sont très bons, à mon sens, sont très bons pour mesurer l'acquisition et comparer les canaux d'acquisition entre eux. Comparer ça à des canaux de feed sur la même échelle avec les mêmes mesures. Joue au foot avec des règles de rugby, quoi. C'est pareil, quoi.
Eh ouais, j'arrive dans la surface de réparation, je prends le ballon à la main et puis j'aplatis dans les cages. Ben, comment ça marche pas? Ben, c'est un peu la même chose qu'on dit, quoi. C'est Ouais, l'impact de l'email et tes journées, ton expérience, que ce soit de la journée automatique, du trigger ou tes expériences que tu proposes parce que tu dois, en tant que marketeur sur le CRM, promouvoir des sujets que tu as en interne parce que c'est le sujet du moment, hein, et que tu dois le mettre en avant et que tu l'as envoyé à la bonne audience. Euh, Cet impact-là, il y a forcément une contribution. Ça ne peut pas être complètement cannibalisé par un outil qui te dit ah bah c'est le last click et qui sait, guess what, qui a eu l'attribution du last click, c'est le retargeting, que ce soit celui de Google, de Facebook ou de Criteo, c'est la même chose. Ben, il a juste fait la passe, la balle était déjà dans la cage. Ben, c'est sûr. il faut challenger un peu ces parties-là, quoi, pour revenir à notre point de comment on challenge un peu le Ouais. quotidien pour avancer. Ben, oui, c'est facile, l'outil à disposition. Je pense qu'il ne dit pas toute la vérité. Non, non, l'outil est, ouais, ouais, après, enfin, effectivement, en fait, c'est la quantité de choses à faire et le niveau de priorisation et de ressources qu'on est prêt à mettre. Voilà, mais je pense que le marché est en train de bouger. Moi, je suis convaincu que dans les 10 prochaines années, on va beaucoup plus parler de CRM et de fidélisation. Voilà, enfin, moi, je me souviens pendant, ça fait, enfin, on le dit un peu moins, mais il y a toute une phase, il y a eu toute une phase entre 2010 et 2015 où les gens disaient l'email est mort. Enfin, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais Je l'ai entendu il y a 6 mois. ouais, ouais, je pense ça. Mais il y a quand même, c'est terrible. Il y a beaucoup de gens qui disaient l'email est mort, ça sert à rien, ça sert à rien de collecter un opt-in. On a eu toute une phase où en fait, on a fait n'importe quoi avec les opt-in partenaires, on broquait les emails, les machins. Il y a eu le marché s'est cleané et depuis 4-5 ans, ça va mieux. Mais il y a eu tout un moment où en fait, l'acquisition a aussi, voilà, je pense que le CRM a pâti de ça. Ouais, l'acquisition a surfé. Ce que tu dis, c'est que l'acquisition a surfé sur des mauvaises pratiques qui, du coup, ont fait ça. Et dans des deux côtés, hein, je pense qu'effectivement, des deux côtés, il y a eu des mauvaises pratiques, hein. Il y a une époque lointaine maintenant, mais je pense potentiellement Sylvestre et Finity, anciennement Affiliation, qui peut se souvenir s'il entend ça. Combien de fois il a changé de compte manager qui gérait l'affiliation avec moi parce que c'était un enfer, parce qu'il y avait tellement de mauvaises pratiques en affiliation que tu n'as pas ah, mais j'avais pas confiance dans ce qui se passait. Et non, donc, je l'ai challengé en permanence et ça, j'ai fait. Ben, on a eu des discussions assez musclées avec Sylvestre sur arrête d'user mes mecs en interne parce que c'est pas possible. Mais dû à des mauvaises pratiques et tous les secteurs en ont et bien effectivement. sûr. Et, enfin, entre tout le cookie dropping qui était fait sur l'affiliation, avec les click index et tous ces sujets-là, les gens qui te collaient du post-impression sur le retargeting et qui te facturaient au CPA, enfin, on en a tous quand même quelques-uns, Ouais, effectivement, qui font que il y a eu des dérives dans l'acquisition, il y a eu des dérives dans le CRM, le marché se régule et en fait, tout ce qu'on vit là sur les mises en conformité qu'il faut faire par la CNIL, la disparition de cookies, en fait, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'abus et beaucoup d'excès que malheureusement, on est obligé de mettre des nouvelles règles en place pour que le marché se structure et que derrière, le client soit un peu préservé. ouais, complètement. Et tu me disais aussi sur cette vision de l'avenir du CRM, donc qui allait reprendre une place certainement plus forte, et je partage cet avis-là, bien évidemment. Euh, qu'est-ce qui se manque aujourd'hui dans les acteurs, notamment tu évoquais le fait qu'en acquisition, encore une fois, c'est simple à plugger. Il y a du plug and play, il y a la lecture immédiate des résultats. Tout l'écosystème fonctionne ensemble et est vraiment solide quand c'est un peu plus faible côté CRM. Ouais, si tu veux développer un peu ce point qui est évoqué Ouais. sur les acteurs quoi, dans le CRM. C'est un peu la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure sur les outils d'analytics versus la mesure de l'incrémentalité. C'est-à-dire que aujourd'hui, aujourd'hui, pour faire un vrai CRM 360, où tu vas vraiment avoir une vision centralisée de tout ce que tes clients apportent, leurs valeurs, les canaux, la feed, les moyens pour les solliciter, que ce soit de l'email, de la notif, du push. Enfin, aujourd'hui, tu es obligé d'empiler 3, 4, 5, 6 outils, l'outil de ciblage. Euh,
Et là, en fait, le job de plombier qu'on évoquait, tu n'as plus besoin d'un plombier, tu as besoin d'une équipe de plomberie. Tu as besoin d'une boîte de plomberie en interne, en fait. Spécialisée en dépannage d'urgence, qui peut intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est terrible. Aujourd'hui, il y a quelques solutions qui ont des promesses d'un peu d'all-in-one, mais qui sont soit extrêmement chères, qui font que c'est réservé à l'élite, à quelques boîtes du CAC 40, voilà, soit des petits acteurs qui sont encore pas, je pense, techniquement suffisamment solides pour gérer des volumétries et des fonctionnalités un peu dans l'état de l'art. Mais je trouve qu'aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'acteurs, même si le marché se consolide, il n'y a pas de solution full service qui te simplifie vraiment la tâche en tant que marketeur et en tant que patron du CRM d'une boîte pour à la fois opérer tes canaux de communication, ta feed, ton marketing automation, potentiellement ta relation client. On a tous en souvenir des cas où en fait on continue à envoyer des emails à des clients qui ont vécu une expérience terrible sur lequel le mec a appelé ton call center, déposé une plainte sur ton Facebook Messenger et tu continues à lui bombarder des emails. Tout le monde, ça arrive chez tout le monde. Quand je le dis, ça n'a pas l'air sorcier, mais en vrai, sauf à mettre 3 millions d'euros sur un projet de setup, sur un projet, 3 millions d'euros sur un projet de setup et 3 millions d'euros sur un run annuel, bah je ne trouve pas de solution. Oui, c'est indépendamment, ces plateformes existent. Par contre, les systèmes d'information qu'elles utilisent, les modèles ne sont pas compatibles et tout ce pipeline que tu dois mettre au milieu pour que ça fonctionne, c'est effectivement un enfer. Sans parler du legacy, on n'a pas beaucoup parlé de legacy, mais c'est aussi un truc moi qui m'a beaucoup interpellé. C'est-à-dire que je crois que je ne savais pas ce que ça voulait dire quand j'étais en startup. Le mot legacy, j'avais jamais prononcé, mais je pense que depuis que je suis dans des boîtes un peu plus structurées, le mot legacy revient au moins une fois par jour. On parlait des habitudes dans les modes opératoires des gens, mais il y a aussi un legacy technique qui freine énormément la transformation des entreprises. J'ai investi 5 millions d'euros sur un ERP en 2008. Je continue à payer 2 millions de maintenance tous les ans. Je ne peux pas le lâcher, quoi. Je suis committé, quoi. Le coût du changement est énorme, donc tu le fais pas, quoi. Tu continues à payer pour un service qui peut-être te satisfait plus encore, c'est ça que tu dis, mais tu n'as pas le choix. Mais tu n'as pas le choix parce que le projet, la montagne est trop grosse pour la bouger, quoi. En fait, et c'est là où le rôle là, ça dépasse même le rôle du CMO pour moi. C'est-à-dire que ça devient des projets d'entreprise, en fait. Ce rôle de transformation et d'investissement sur des technos qui sont modernes et qui permettent de préparer le futur, c'est même une décision d'un COMEX d'entreprise, c'est une décision d'un CEO, pardon. Il y a quelques beaux exemples. Je sais pas, si on prend ce que fait Alexandre Bompard, ce qu'il a fait chez Fnac ou ce qu'il fait aujourd'hui chez Carrefour, à un moment, il a décidé d'investir pour faire un vrai big bang technologique, d'investir sur les technos d'aujourd'hui et de demain et de faire fi du passé. Et oui, c'est un investissement sur les 24 premiers mois, mais c'est un investissement qui te remet quand même dans la course sur les 15 prochaines années, quoi. Et ça, c'est hyper important. Je pense qu'on a tendance à… je pense que les boîtes privées cotées qui ont des obligations de sortir des EBIT tous les ans et qui, du coup, se freinent dans leur stratégie d'investissement pour sortir des résultats corrects et pas trop pénaliser leur cours. C'est une vision très court-termiste de son marché. Et Amazon est le meilleur exemple. Enfin, je n'aime pas parler d'Amazon, c'est la deuxième fois dans le talk qu'on en parle, mais Amazon, de 2000 à 2000, même 15, je pense, pendant 15 ans, ça valait rien en bourse, ça promet des centaines de millions d'euros, c'était une hérésie économique totale.
et il faut voir ce que c'est devenu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à un Mais moment, c'était le bon play sur le long terme. et il faut penser sa boîte à long terme. Complètement. Super. Bah, c'est en tout cas très enrichissant toujours. Peut-être une dernière question pour terminer. Une question et donc en tout cas une section de rôle inversé. Est-ce que terminer sur est-ce que toi tu as une question et je voudrais peut-être terminer là-dessus. Est-ce que tu as une question pour moi, un sujet en particulier qui te brûle les lèvres ou pas? Est-ce que la France te manque, Benoît? Ah, c'est une très bonne question. À vrai dire, pas vraiment. Non, pas vraiment. Je pense que je me suis bien acclimaté maintenant. Ça fait 2 ans que je suis à New York. Et non, ce qui est embêtant, bien évidemment, c'est les interdictions de voyager. Tout est fermé, toutes les frontières sont fermées, notamment avec l'Europe, et on n'a pas pu voir la famille en personne depuis plus d'1 an. Ça, bien évidemment. La, pour mon fils et ma femme depuis même plus longtemps, parce que moi je suis rentré pour le travail. Mais à part voilà, un peu quand même la relation avec la famille de temps en temps, le reste, il y a une autre culture ici. Le but, et en vrai, c'est, on peut vraiment faire le parallèle avec notre discussion qui était focus marketing, mais d'un point de vue perso, le test and learn, faire des expériences, apprendre de ça. On venait aussi pour ça. Ben voilà, on s'adapte. Je vis pas aujourd'hui, je vis pas en tant que Français aux États-Unis. J'essaye de comprendre la culture. Il y a des choses avec lesquelles je suis pas du tout d'accord, bien évidemment, mais c'est leur culture. Euh, il y a des choses qui sont vraiment agréables. Voilà, prendre le meilleur de ce qu'il y a ici et d'en profiter un peu. Bon, ça permet voilà, d'ouvrir l'esprit et de donner cette ouverture aussi aux futures générations qui, qui en home office, comme par contre, pas comme en France. Et il y a eu beaucoup de home office aux États-Unis. Et mon fils, je le regarde parce qu'il est dans un coin du bureau là, à bosser depuis le bureau avec le reste de l'équipe ici à New York. Et mais ça, ouais, ça ouvre les possibilités. Et ça nous ouvre aussi, d'un point de vue professionnel, plein de perspectives. Ça pourrait être un sujet entier pour très bien connaître le marché français. Pour te dire, le e-com, l'e-commerce, j'en ai fait beaucoup et bossé dans des boîtes plus ou moins grosses en e-commerce, mais connaître cette culture, et c'est ce que tu disais sur cette culture d'avoir peur du changement, qu'on ne retrouve pas beaucoup aux États-Unis, même dans des grands groupes. On bosse avec des grands groupes où se relever les manches et dire allez, on y va, on veut tester, ils le font. Est-ce qu'ils arrivent à exécuter? Je te rassure, à mes yeux, pas toujours, hein, pas si bien que ça, mais en tout cas, il y a la volonté d'y aller, ce qui est déjà un premier pas. Et dans les pratiques marketing, le marché n'a rien à voir avec la France, quoi. Donc d'une certaine manière, à mes yeux en tout cas, et à un autre stade, par rapport à la France. Et on se posait beaucoup plus de questions en France. Et je pense que par certains aspects, il n'y a rien à rougir sur les pratiques en France en termes de Ouais, marketing. ça pourrait être effectivement ma deuxième question. Est-ce que les Américains sont vraiment meilleurs que les Français en marketing digital? Euh, dans la façon de raconter les histoires, dans le message, oui. Dans les canaux, et en tout cas ceux sur lesquels on se focus vraiment avec nos clients, sur le CRM, quel que soit le canal, hein, que ce soit du direct mail, de l'email, du push, du SMS, rien ne m'a fait tomber de ma chaise aujourd'hui encore, quoi. On est plutôt à travailler sur le fond de, effectivement, pourquoi tu as beaucoup d'unsubscribe, ou pourquoi tu as des problèmes de délivrable. Peut-être parce que tu batch and blast 3 fois par jour. Donc, il y a un moment, il va falloir se poser des questions. Et comment la vision du futur et le long terme, ce que tu disais tout à l'heure, ça s'applique, et c'est sur un autre sujet, sur le business sur Amazon, mais leur vision business à très long terme, c'est la même chose en CRM. Comment tu maintiens ta base pour le long terme et t'évites de l'exploser, de la fatiguer tout de suite pour le bénéfice de ce soir, et parce que
tous ces gens que tu vas fatiguer, ils ne vont plus ouvrir, ils ne vont plus revenir. Et sur les 12 prochains mois, ben, tu as un problème. On est dans ces explications avec des clients en France, avec des clients aux US. Je pense que la proportion de stage dans cette évolution du CRM est beaucoup plus forte aux US pour différentes raisons. Le marché est beaucoup plus gros, les consommateurs sont plus habitués et accoutumés à recevoir beaucoup de pubs. Donc, du coup, il y a une plus forte tolérance du consommateur à la fin. Donc, le marketeur se permet de le faire plus souvent. Tu perds 100 000, 200 000, 300 000 personnes dans ta base sur 2 mois. Ben ouais, mais il y a 300 millions d'habitants, donc est-ce que je ne compense pas par de l'acquise de l'autre côté? On revient à ce sujet-là. Et le sujet et le constat que tu avais, est le même par contre, c'est personne est vraiment outillé ou équipé pour mesurer cet impact, cette lifetime value. Donc, on arrive à la même conclusion. Par contre, voilà, un petit fait, petite anecdote, c'est qu'effectivement, le petit e-commerçant du coin aux États-Unis, il a tout de suite 4 ou 5 millions d'utilisateurs dans sa base, quoi. Et voilà, l'échelle n'est pas la même. Donc, ça rend les challenges intéressants. Mais on va conclure là-dessus. Merci David encore d'avoir accepté la discussion. C'était passionné, riche. J'espère qu'on pourra faire la prochaine en personne. Croisant les doigts cet été, que tout le monde puisse un peu revoyager, que je puisse revenir en France et dès que je serai à Paris, bien évidemment. Un petit café matinal chez Maison Plisson, quoi. On retrouve nos habitudes. Exactement. Exactement. Reprendre des bonnes vieilles habitudes. Merci encore d'avoir écouté l'épisode. Merci David d'être resté tard en France parce que c'est tard en France pour faire le recording avec les 2 fuseaux horaires. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci Benoît.